Chapitre 17, 21, la place de la ville. 21.21. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal. 22.2. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois. Quand on cerne les trônes des vieillards de peinture fluorescente jaune et qu'un sur deux, on prolonge jusqu'à la bordure carrée délimitée par l'intérieur de la porte dans le ciel, devenant le sommet des remparts de jaspe en fluo, on a l'impression de 12 arbres dressés vers le ciel sur une place vue du dessous. On retrouve aussi l'inspiration qui avait conduit à la série des fleurs de paradis. Quant aux fruits, ils sont évoqués par un mouchetis assez gros orange dont la fonction, avant de découvrir cette relation, était d'apporter une note joyeuse à l'ensemble. Le sommet des arbres est dirigé vers le centre de la place, dont le dallage, vu du dessous en transparence, est formé du couloir de l'infini en fluo jaune, donnant une impression d'or transparent comme du cristal. Ne pas oublier que dans cette image, il y a plusieurs basculements de point de vue. Cette image vue du dessous sera différente vue de loin. 24 août 2000. En train pour Strasbourg. Changement. Arrivée à Célestat. Francine m'attend à la gare. En voiture, elle me conduit au petit village où elle habite. C'est magnifique. Les contreforts des Vosges sont recouverts de forêts alternant avec de ravissants villages fleuris, restaurés, peints de joyeuses couleurs. C'est très calme. Claude, son mari, m'accueille chaleureusement, ainsi que son chien Négus, avec qui je ferai de longues balades en forêt, toutes proches. Quelques jours de farniente. Je dors dans une petite maison à l'écart de la grande maison familiale, construite spécialement pour les visiteurs. Elle est complètement aménagée et on pourrait y vivre à l'aise en permanence. Un après-midi, à l'heure de la sieste, je jette un coup d'œil par une fenêtre du premier étage. Je découvre une vue splendide sur les fesses de Francine, qui s'expose nue tous les jours, une demi-heure, dans un coin très discret, sur les conseils de son médecin, pour se recharger en vitamines solaires. Elle n'a pas dû penser qu'on pouvait la voir d'où je suis. L'exhibition n'est pas son fort. Le voyeurisme n'étant pas le mien, je ne m'attarde pas dans cette contemplation souriante. Ça sera notre plus grande rencontre intime. 27 septembre 2000. Retour au marché Saint-Pierre. Cette fois, c'est pour du cuir synthétique, plus connu sous le nom de Sky. Les essais me paraissent très positifs. En octobre, je consacre beaucoup de temps aux effets lumineux dans le tableau. Puis, à partir de fin novembre, je retourne prendre de la moquette que je couple avec le Sky pour remplacer le lino. Le résultat est très différent et prometteur. 28 juin 2001. J'expérimente différentes sortes de velours sur la moquette qui recouvre de plus en plus de surface. 14 mars 2001. Je commence une nouvelle peinture grand format en 2,40 m par 2,40 m. C'est une période de nombreux croquis et essais pour m'approcher au plus près du texte de l'Apocalypse. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'un schéma directeur très opaque et que de nombreux détails surgissant au moment de la réalisation ne sont pas décrits explicitement. C'est à force d'expérimentation que je vois apparaître la bonne direction avec beaucoup d'impasses, obligeant à recommencer ou d'oubli. Il est sûr que cette Jérusalem céleste ne m'est pas tombée du ciel toute cuite. Pendant plusieurs mois, je vais étudier les effets lumineux dans la partie centrale de 1 mètre par 1 mètre et dans le grand tableau. Mise en place, essai, retouche, c'est très long. Je ne peux pas décrire toutes ces étapes, ce serait trop fastidieux. Sachez que ça va continuer des années et qu'en 2008, même m'étant fortement rapproché du but, je n'y suis pas encore arrivé. J'utilise de plus en plus une peinture fluorescente baptisée photocryl qui est très peu visible.
un peu blanchâtre en lumière du jour, contrairement à la peinture fluo. Je peux jouer sur ces deux expressions avec en plus la poudre phosphorescente qui donne une image persistante dans le noir quand tout est éteint. 20 avril 2001. J'ai conçu de nouveaux pieds pour mes bébés, Mystery et Lady O. 3 barreaux en laiton pour chacun, de 24 mm de section sur environ 0,60 m de haut. Vissés directement sous les enceintes et reliés par 3 mets plats en laiton aussi, à la base, fixés par 3 pointes anti-vibratoires. C'est mon frère qui m'a fait usiner ces barreaux et les pointes. Ils assurent une base lourde et stable, dégageant complètement les vents. L'onde arrière peut s'épanouir librement. 13 mai 2001. J'entreprends la guerre à la poussière. Ce sera une lutte sans merci et sans fin. Il y a eu un ravalement dans la cour de l'immeuble, bouchant mes fenêtres pendant 6 mois, ce qui a généré beaucoup de poussière. En plus, toutes mes recherches et essais acoustiques dans l'extasium, laissant des particules en suspension dans l'air, c'est très gênant pour chanter. Surtout pour Fumi, qui y est particulièrement sensible en tant qu'asiatique au système pileux peu développé, en particulier dans les fosses nasales. C'est très difficile de s'en débarrasser. J'ai expérimenté toutes sortes de systèmes de filtrage ou d'extraction, mais la plupart ne sont efficaces réellement que dans une circonférence très réduite autour de leur bouche d'aspiration. À la lumière générale, on ne voit pas les poussières en suspension, mais disposer un projecteur directionnel, et c'est flagrant. Ce sera une source de conflit permanent avec Fumi, malgré tous mes efforts. Elle en fera une fixation qui lui fera sentir de la poussière, même quand il n'y en a pas. 15 juin 2001. Depuis plusieurs années, je ne recevais plus personne. J'étais fatigué d'entendre des commentaires désobligeants concernant les parties de l'œuvre pas encore achevées, alors que justement je l'avais signalé avant la séance. Maintenant, je crois être à peu près au point. Et justement, je rencontre à côté de chez moi de jeunes étudiants de l'école de spectacle du Mime Marceau située à 5 minutes. Je suis content. Mes premiers visiteurs seront des personnes qui ne me connaissent pas et n'auront pas de préjugés, de jeunes Sud-Américains. À partir de leur visite, je vais compter les entrées comme une vraie salle de spectacle pour en tirer éventuellement des leçons. Je ne leur dis pas qu'en fait ils me servent de cobaye, comme tous ceux qui les suivront, dont je guette les réactions. Ça se passe plutôt bien. Il y a même des survivants. 4 juillet 2001. Je reviens vers le liège pour l'extasium. Mais cette fois, il est appliqué au mur entre la moquette et le sky. Le résultat est excellent. Au cours des mois qui vont suivre, je vais installer progressivement ce sandwich tout autour de la salle et au plafond. 20 juillet 2001. Depuis longtemps, je savais que le haut-parleur optimum en large bande était celui de 20 cm. Mais j'avais préféré mener mes recherches avec des diamètres inférieurs, beaucoup moins coûteux, et nécessitant moins de bois et de matériaux absorbants. Cette fois, je me sens prêt et j'attaque la phase finale. La différence est flagrante, beaucoup plus de présence. Mais en même temps, surgissent d'autres défauts acoustiques provenant des enceintes, de l'acoustique, de la salle, de l'électronique. C'est très trompeur et difficile à cerner. D'où vient le problème? Et ensuite, comment y remédier? 7 août 2001. Nouvelles vacances à Nice. Mais cette fois, c'est un événement. Peggy, la fille aînée de Martine, se marie. Dans les jours qui précèdent, elle vient nous présenter son futur. Un très bel homme, d'origine italienne. Ils forment un beau couple. Il fait penser, en plus beau, à Anthony Quinn. Le jour du mariage arrive dans la joie et la bonne humeur. On retrouve des membres de la famille,
des petits cousins que je ne connaissais pas, dont Marc, qui sera par la suite le seul membre de la famille à me rendre visite périodiquement. Fumi assure le reportage avec sa caméra. Après la cérémonie, dans la toute petite mairie d'Aspremont, le village où réside Martine, on part en convoi vers le restaurant choisi pour la fête. Je fais le trajet dans la Jeep de la dernière guerre que Pierre-Jean, le père de Marc, amateur de voitures anciennes et militaire de réserve, a restauré. Pas confortable, mais très amusant. Une ombre au tableau. Pendant le cocktail apéritif, je discute avec mes deux neveux, fils de Gilles. Je ne les ai pas vus depuis leur petite enfance. Ils ne se sont jamais manifestés. Je leur propose de venir voir mes créations à la rentrée. Ils n'ont même pas à répliquer. L'ami de l'un d'entre eux, qui ne me connaît pas, répond sèchement. Oh, nous n'avons pas le temps. Mes neveux ne réagissent pas. Charmant. Et c'est ceux-là qui seraient mes héritiers et experts légaux de mes œuvres, d'après la loi, après ma mort, puisque je n'ai pas d'enfant. Le repas se passe dans la joie. Un DJ assure une ambiance mariage très conventionnelle. Mais à la fin du repas, croyant mettre la bonne ambiance, il pousse tous ses boutons au maximum dans le rouge. J'irai vérifier. Déjà que la sono n'était pas terrible et que l'acoustique de la salle était très réverbérant. C'est un déluge de distorsions hurlantes qui viennent ravager mes oreilles. Insupportable. Beaucoup de personnes sont incommodées, mais subissent sans oser rien dire. Il est clair que je suis beaucoup plus sensible. Je sors dehors en pestant contre ces disques jockeys sourds. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas à moi d'intervenir. Martine, occupée à l'autre bout de l'établissement à régler les frais de la soirée, a le visage fermé de ceux qui ont reçu une facture très au-dessus de leur attente. À l'extérieur, cet horrible bruit me poursuit. Comme il fait très froid, on est monté en altitude et on n'a pas été prévenu du changement de température. Je jette sur mes épaules une nappe qui restait de l'apéritif en plein air. Je rencontre alors Nicolas, le fils de Martine. Je lui dis tout le mal que je pense de ce son beaucoup trop fort. Au bout d'un temps qui m'a semblé très long, les convives redescendent à Nice, nous transportant dans leur véhicule. Eux aussi se plaindront de ce son qui leur a cassé les oreilles. Ils nous conduisent au studio près de la mer que ma sœur nous a prêté. Elle l'avait acheté avec sa part d'héritage. Mes oreilles me font très mal. Une douleur qui va persister pendant 3 jours et heureusement disparaître. J'ai eu peur d'une lésion définitive, ce qui aurait été catastrophique avec ma recherche. Le lendemain, j'appelle ma sœur. Elle a une voix très mauvaise. D'un seul coup, je suis mis en accusation et condamné. Son crétin de fils lui a fait croire que je faisais un scandale et que je me comportais comme un fou sans raison. Elle ne veut même pas m'écouter et me dit qu'elle ne veut plus me voir pendant le temps qu'il me reste à passer dans son studio. Alors que je ne lui faisais aucun reproche, bien qu'elle fût responsable du bon déroulement de la soirée. C'est elle qui aurait dû intervenir, ou son mari. Avant de me rejeter, elle aurait pu au moins m'entendre. Eh bien non. Finalement, elle a le même caractère que notre père. D'ailleurs, quand les visions ont commencé, j'ai essayé de l'informer. Je l'avais reçue chez moi et tenté d'expliquer ce qui se passait. Elle n'avait rien dit, pas posé une seule question, et ne m'avait plus parlé pendant 2 ans. Charmante sœur, très rancunière, charmante famille. Évidemment, dans ces conditions, je ne pouvais plus rester dans son studio. J'ai avancé la date de retour. De toute façon, d'avoir habité plusieurs jours dans Nice, nous avait définitivement détourné de l'idée de s'y installer. Plus on s'éloignait de la mer, plus on sentait une chape de pollution nous tomber dessus et une impression désagréable. On ne s'en était pas rendu compte les autres années, quand on ne faisait qu'y passer
et qu'on retournait après respirer l'air pur en altitude. De retour à Paris, je lui ai adressé une lettre explicative, précisant qu'un tel son pouvait endommager définitivement les oreilles, et que des niveaux sonores pareils, en principe, étaient interdits. Article de presse à l'appui. Elle n'a pas répondu. Un an après, elle m'annoncera que son mari, Alain, a de sérieux problèmes auditifs. Tiens. Chapitre 17, 22, l'agneau. 5.6. Alors je vis, debout entre le trône aux quatre vivants et les vieillards, un agneau, comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux. 7.9. Debout devant le trône et devant l'agneau. 21.23. La gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau lui tient lieu de flambeau. 22.1. Jaillissez du trône de Dieu et de l'agneau. D'après mon analyse, cet agneau n'est pas un animal, mais désigne en partie l'arc-en-ciel autour du trône réalisé en peinture fluo. Le rouge évoque bien un agneau comme égorgé. Les 7 cornes et 7 yeux sont formés par les diodes jaunes disposées d'une telle manière qu'elles peuvent aussi bien faire penser à des cornes et des yeux qu'à des flambeaux, ou même d'autres évocations de cet élément plus loin dans le texte suivant l'éclairage et la focalisation de l'observateur. Quant à l'illumination, c'est la lumière fluorescente qui l'apporte. Mais quand même, l'agneau. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais peint sur des panneaux de bois des reproductions de peintures romanes. L'une d'entre elles représentait un agneau, l'animal allongé d'une manière circulaire dans un cercle formé par un arc-en-ciel. Par ailleurs, si je suis bien celui qui doit accomplir ce travail, il était prévu que je le réalise à partir de la traduction de l'Apocalypse en français. Or, le mot agneau est très proche d'anneau, cercle. Comme dans la construction picturale, il ne peut y avoir que des éléments purement géométriques, je ne vois pas d'autre possibilité. Cette explication peut paraître tirée par le cheveu, mais dans ce texte, il y a beaucoup de passages incompréhensibles si on n'extrapole pas ce qui est écrit. Pour que cette extrapolation n'outrepasse pas la véritable signification, il faut qu'elle s'inscrive dans une cohérence globale. Je découvrirai qu'une forme circulaire composée de 12 éléments sur l'intérieur et de 24 sur l'extérieur, réalisée avec un gel brillant à la limite des 24 anciens, évoquera tout à fait un agneau dessiné de face quand on braque un projecteur dessus. Elle confirmera et précisera mes recherches sur les fleurs cosmiques et répondra à mes hésitations sur le nombre de divisions. Je pense que le texte de Jean contient beaucoup de remplissages destinés à masquer le véritable sens. On peut faire une comparaison avec l'époque de la guerre froide. On sait que le KGB faisait passer des messages à des agents dormants par le biais d'articles de presse. Au milieu d'un papier n'offrant que peu d'intérêt, il y avait des mots-clés qui n'avaient de sens que pour ceux à qui ils étaient destinés. Jean a rédigé son papier en fonction des connaissances, des craintes, des rancunes et des préjugés de son époque, habillant de pures abstractions géométriques d'images fantasmagoriques, très emberlificotées et effrayantes et particulièrement difficiles à lire, pour mieux éloigner ceux à qui ça n'était pas adressé et détourner de la vraie compréhension qui ne pouvait avoir lieu qu'à notre époque, au temps de la fin. 25 août 2001. Maintenant que j'utilise le haut-parleur de 20 cm, j'entreprends de le démonter pour rigidifier les branches de son saladier. Avec lui aussi, malgré tous mes essais passés avec des petits haut-parleurs, je vais être obligé de jouer au faire, défaire,
refaire, de nombreuses fois, avant d'aboutir à sa mise au point définitive 14 ans plus tard. 1er septembre 2001. Après de nombreuses tentatives, je m'attaque de nouveau au siège de la salle. La difficulté de l'acoustique, c'est qu'elle n'est pas la même suivant que la pièce est remplie de spectateurs ou que je suis seul à écouter. L'objectif de la transformation des sièges de cinéma est de leur donner une consistance se rapprochant de la chair, les os, les vêtements, pour remplacer l'absorption du corps des auditeurs quand j'écoute en solo. Quant à leurs pieds, il faudra de nombreux essais pour que leur réflexion ne perturbe plus l'écoute. Le dessin des personnages Mr. E et Lady O prend sa forme définitive. Une face couleur chair avec deux grands yeux de bande dessinée. Le bord du haut-parleur dessine une grande bouche ouverte, bleu pour monsieur et rouge pour madame. Deux bras sont dessinés par un simple trait argent, avec les mains jointes sur le ventre, d'une manière telle qu'elle donne l'impression de tenir une flamme bleue pour Lady O et rouge pour Mr. E, contenant à la base mon logo au feutre or. 6 octobre 2001. Je reçois la visite de ma cousine Dominique, que j'ai portée dans mes bras quand je la gardais bébé. Elle est accompagnée de son mari et des 3 frères de Marc qui n'a pas pu venir, plus la fiancée de l'un d'eux. Je les découvre pour la première fois. Après la séance de démonstration, l'un d'entre eux, musicien de jazz d'avant-garde, s'adresse à moi avec virulence, en disant qu'il y en a marre d'utiliser tel modèle de cymbale dont il se gargarise. Et il répète plusieurs fois cette référence. On est tous surpris. D'une part, parce que je leur avais dit en préambule que je ne connaissais rien à la musique, que j'en étais encore à faire mes premières armes et que je souhaitais un peu d'indulgence. Et d'autre part, parce qu'on entendait très peu de cymbales dans cette séance. Ensuite, n'utilisant que des sons de synthé, je n'avais aucune connaissance d'une quelconque référence. J'attendais de lui des conseils ou des avis pertinents, mais son attaque en règle me laisse pantois. On aurait dit que je l'avais agressé personnellement, en réalisant cet habillage musical. Heureusement, sa fiancée intervient et le calme. Il me semblait qu'il y aurait eu d'autres commentaires plus judicieux à faire sur le fond de cette création. L'origine des chants, la peinture, l'acoustique, mais non, ça s'emballe avant tout. Quand on pense que c'était la première fois qu'on se rencontrait, la dernière aussi, il ne s'est jamais manifesté. Et Dominique ne m'a jamais invité chez elle. Quelle famille! 11 septembre 2001. Nadia me téléphone affolée. Elle vient de voir à la télévision les attentats du World Trade Center. D'après les informations et surtout ce qu'elle en a compris, des kamikazes japonais revanchards de la Deuxième Guerre mondiale sont en train de faire s'écraser sur des buildings des avions partout dans le monde. Je ressens au fond de moi une impression de début de Troisième Guerre mondiale qui me fait comme un grand vide glacial dans la poitrine. J'appelle ma sœur. Elle aussi est inquiète. Mais ces informations sont plus conformes à la réalité. Ces attentats auront au moins servi à rétablir des relations avec Martine. Un peu plus fraîche et distante qu'avant le mariage de Peggy, toutefois. 23 novembre 2001. J'avais visité la fondation Electra à Sèvres-Babylone. C'est la fondation EDF, Électricité de France, qui expose des artistes se servant de l'électricité. L'espace était vaste et les artistes présentés intéressants. On y diffusait une musique contemporaine, plaisante quelques minutes, mais très ennuyeuse à la longue. C'était le genre d'endroit qui conviendrait à mes œuvres. Ce soir, la directrice de l'espace est venue voir ma création. Elle est jeune, dynamique et sympathique. Après les premières présentations, je lui demande quelles sont les conditions que la fondation fait aux artistes. Elle élude la question. Il lui faudra
près d'un quart d'heure pour me les donner. Tous les frais d'installation sont pris en charge et une publicité est assurée. Échaudé par les expériences précédentes, je sais qu'il ne faut surtout pas compter sur cette publicité. J'insiste, après tout, on doit immobiliser des œuvres pendant plusieurs mois et s'y prendre 2 à 3 ans à l'avance. Quelles sont les conditions que vous offrez à l'artiste lui-même? Gênée, elle me répond enfin: le conseil d'administration a décidé que ce n'était pas notre rôle de nourrir les artistes. Pas mal, EDF. On se fait une image culturelle à bon compte en exploitant les artistes, ce qu'on n'oserait faire avec aucune autre profession. Je lui fais une démonstration rapide de l'extasium. Elle est complètement emballée. Elle, qui entend à longueur de journée de la musique contemporaine, a adoré, à ce qu'elle m'a dit, l'extrait de notre musique de connexion que je lui ai fait entendre. C'est la personne qui m'encouragera le plus à persévérer. Toutes mes tentatives pour essayer de faire connaître mes découvertes et la création qui en découle s'étant révélées infructueuses, j'étais partagé entre deux sentiments contradictoires. Rien faire et attendre que quelque chose me tombe du ciel. Après tout, dans cette vie, je n'ai pas choisi ce qui m'est tombé dessus. Si le patron existe vraiment, qu'il se débrouille pour assurer le développement médiatique et commercial. Ça m'est impossible, comme à tout artiste ou créateur, de me vendre moi-même. Ou d'autre part, ne dit-on pas: aide-toi, le ciel t'aidera. Je choisis la deuxième option. Mais à qui m'adresser? On parlait beaucoup d'un nouveau grand patron d'industrie, jeune, dynamique et médiatique. En plus, ses activités dans la musique et le cinéma me semblaient une bonne direction. Je décidai donc d'adresser un courrier à Jean-Marie Messier, grand patron de Vivendi Universal. Je composai une lettre originale présentée comme une enluminure du Moyen Âge, avec des vignettes photographiques en couleur disposées en quinconce et illustrant le propos, la page cernée d'un trait or. Pour préparer une meilleure réception, j'adressai des mails avec l'aide de mon frère, annonçant ce courrier au bureau de Paris et de New York. De Paris, aucune réponse. Mais New York répondit, et lui-même échange de mails. Avant d'envoyer la lettre, je l'avais montrée à différentes personnes pour avoir leur avis. Un ancien copain des Beaux-Arts, devenu un grand ponte dans l'architecture, me dit: c'est parfait. Si tu réussis à les déplacer, c'est gagné. Justement, ils ne se sont pas déplacés et n'ont pas daigné répondre. 23 décembre 2001. Pour terminer l'année en beauté et célébrer mes 74 premiers visiteurs, nous sommes allés assister à un magnifique spectacle de danse dynamique, passionné, sensuel, tango, au théâtre des Champs-Élysées. Fumi, comme beaucoup de japonaises, adore le tango. Elle ira jusqu'à en prendre des cours. 13 février 2002. Je poursuis de nombreux essais anti-vibratoires sous les pointes, leur liaison avec l'enceinte, les appareils électroniques, etc. Je cherche dans toutes les directions. J'utilise même des matériaux de plomberie. Enfin, j'ai trouvé la forme du socle des pieds de Mr. E et Lady O. Les barres en laiton ont été remplacées par du médium. Une plaque sur l'arrière reçoit l'écoulement des vibrations des deux pointes. Plus tard, elles seront supprimées et l'enceinte reposera inclinée sur l'arrière directement avant de recevoir finalement des caches-vis fixées sur des sandwichs de différents matériaux destinés à absorber les vibrations. Une autre plaque collée au milieu perpendiculairement reçoit la pointe du devant. Au début, j'ai laissé les plaques telles quelles pour que les vents soient toujours dégagés. Mais finalement, j'ai recouvert ces deux plaques d'un plateau qui fait avec la base de l'enceinte office de pavillon amplifiant les graves. Le résultat est très concluant. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il va me falloir encore beaucoup de recherches concernant le traitement de surface.
j'expérimenterai divers matériaux, collés directement sur les faces ou en sandwich avant de trouver un son qui me satisfasse. Un soir, Fumi m'avait proposé une promenade dans le quartier. D'habitude, elle attendait que je vienne sonner en bas de chez elle pour descendre. Cette fois, pour varier un peu, je lui demande de venir dans ma direction pour voir à quel endroit on se retrouvera. On se rencontre devant une petite boutique que je n'avais pas encore remarquée. Tendance. Il y a plein de gadgets lumineux en vitrine et à l'intérieur. Surtout, il y a une énorme bouche rouge lumineuse, en horizontale. Elle me fait penser à la mandorle du tableau. Peut-être est-ce un signe? On entre. Un jeune type, petit, blond, casquette de baseball sur la tête, nous accueille. On parle d'objets de lumière, puis je lui parle de ma recherche. Je suis sûr qu'il va être intéressé. On va se fixer plusieurs rendez-vous. Mais Charlie, sans s'excuser, me fait faux bond à chaque fois. 28 février 2002. Je reçois un chargé de mission à la culture de la mairie du 10e arrondissement. J'ai eu du mal à le déplacer. Il vient accompagné d'un adjoint au maire. Ils sont souriants comme des fonctionnaires, c'est-à-dire très coincés. Il me dit être intéressé par mon projet et qu'il reviendra avec d'autres personnes plus qualifiées. Il ne m'a jamais rappelé, malgré les messages de relance que j'ai téléphonés à la mairie. 2 avril 2002. Jean-François, un garçon qui me suivra quelque temps, a été en relation avec du personnel responsable de l'espace Vivendi à côté de l'Arc de Triomphe. Nous nous irons donc ensemble afin d'observer les visiteurs et le lieu qui pourrait peut-être convenir pour installer un extasium. Mais il n'y aura pas de suite. Dans l'extasium, tout influent sur le son, je dois traiter les boîtiers et les projecteurs de mes perles de lumière. C'est assez délicat à réaliser et je devrais le recommencer plusieurs fois en fonction de mes avancées et de l'augmentation de mes facultés auditives. Je continue d'acheter du liège et de recouvrir les murs de mon nouveau sandwich avec de la moquette et du sky en plus. Comme j'y vais précautionneusement en ménageant mes ressources, cette nouvelle modification va s'étaler sur des semaines. À propos de ressources, pendant toutes ces années de recherche sur ce tableau insaisissable, je me suis rendu compte d'un phénomène qui peut être un élément de plus dans la conviction qu'il existe bien une intelligence au-dessus de nous, se préoccupant de l'œuvre que j'accomplis. À chaque fois que j'ai eu vraiment besoin d'argent, il est arrivé d'une manière ou d'une autre. Je me suis souvent trouvé dans des moments difficiles, en découverte bancaire, où on se dit « ça y est, c'est fini », ou presque. Je ne peux plus payer le loyer, malgré les aides sociales, et mon propriétaire va me jeter dehors, ce qu'il attend depuis longtemps pour louer plus cher. Alors, tout sera perdu, puisque je ne pourrai pas emporter mon prototype d'Extasium, et que de toute façon, vu mon état de finance, je serai à la rue, car il n'est pas question que je m'installe chez Fumi, ce serait l'enfer très rapidement. Dans ces moments-là, si j'étais tendu et nerveux dans les premières années, avant de me rendre compte du phénomène, à présent, je suis assez détaché et serein. Inch'Allah. Ma seule question. Bon, je ne peux pas aller plus loin dans l'aspect de la recherche qui nécessite des dépenses, alors qu'est-ce que je peux et dois faire qui ne coûte rien d'autre que du temps? J'ai même la sensation que le destin m'a conduit à cette extrémité pour que je me pose cette question. Je me rends compte alors qu'il y a une partie que j'ai un peu laissée de côté et qui ne me demande que du temps. Je m'y attelle et quand je suis suffisamment engagé dans cette voie, l'argent arrive de manière souvent inattendue, comme tombé du ciel. Une petite commande, une vente d'œuvre ou une aide d'amis. C'est parce que je n'ai pas eu plus d'argent que le strict nécessaire pour mon loyer, me nourrir frugalement et surtout pour ma recherche, que j'ai trouvé des solutions hors des sentiers battus. Seulement, à chaque fois que je suis dans une mauvaise passe,
Je m'interroge. Et si ce qui a toujours marché jusqu'à présent s'arrêtait? Mais jusqu'à aujourd'hui, sur plus de 30 ans, ça ne s'est jamais arrêté. 21 juillet 2002. Je me rends à la préfecture de Pantin. J'avais rencontré un élu attaché culturel à une conférence aux Beaux-Arts. Il m'avait semblé plus ouvert que ses semblables et m'a accordé un rendez-vous dans son bureau. Il ne peut quand même pas se déplacer voir l'œuvre. Je le rencontre. Un brave homme, mais complètement à côté en ce qui concerne la vraie situation des artistes contemporains. Ses propositions sentent le 19e siècle ou le début du 20e. Pas de suite. Décidé à tout tenter, je pense m'adresser à un homme dynamique hors du commun pour un projet hors norme. Surtout qu'une de mes œuvres avait été louée pour une soirée grandiose qu'il avait donnée dans son somptueux hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Saint-Germain-des-Prés au temps de sa splendeur. Bernard Tapie. Pas de réponse. 24 novembre 2002. En se promenant dans Notre-Dame de Paris, Franck avait rencontré un prêtre qui lui avait semblé ouvert. Il lui avait parlé de moi et me dit d'aller le trouver. C'est ce que je fais. Mais il me fait l'effet d'un technicien besogneux de la religion, comme tous les autres religieux que j'ai été amené à rencontrer, sans aucune élévation spirituelle véritable. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Quand je lui ai parlé du livre de l'Apocalypse, comme tous ses semblables, ses oreilles se sont bouchées. Il a levé les yeux au ciel avec un soupir et l'entretien était terminé. Au moins, les protestants, dans leurs diverses sectes, s'y intéressent davantage, mais d'une façon superficielle et puérile. 14 décembre 2002. Après avoir écouté une émission à la radio sur France Inter consacrée à l'industrie du disque, j'écris une lettre à son animatrice, pensant qu'elle pourrait être intéressée et que par ses contacts, je pourrais rencontrer des gens concernés par la visualisation de la musique. Pas de réponse. Boulevard Voltaire, au métro Oberkampf, se trouvait une librairie ésotérique, New Age, spiritualiste. Je m'y rends pour essayer de trouver des magazines spécialisés que je pourrais contacter. N'en trouvant pas, je m'adresse à la patronne. J'aurais pu m'adresser à une charcutière ou une marchande de cacahuètes. Le résultat aurait été le même. Ça ne l'intéresse absolument pas. J'en suis quand même à 199 visiteurs en cette fin d'année pour aucun autre résultat qu'un moment sympathique passé ensemble. Le marché Saint-Pierre, un lieu que je suis amené à fréquenter souvent, maintenant c'est la période Sky. Je dois y retourner périodiquement pour recouvrir progressivement tout le Liège. 19 janvier 2003. Charlie vient enfin assister à une séance de chant de connexion avec 4 de ses amis. Ceux-ci ignorent tout de ce qu'on fait. J'aurais préféré qu'ils viennent une première fois découvrir cet univers si particulier, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Ils sont en retard. Je suis agacé et Fumi est las d'attendre. On ne sait pas si on pourra chanter. Eh bien, ça se passera très bien. Mieux même que d'habitude. Ils auront la courtoisie rare de nous inviter à prendre un verre après. 6 février 2003. Grande soirée chez Charlie à Maison-Alfort. Comme il pense recevoir beaucoup de monde, il veut profiter de l'occasion pour présenter mes tableaux luminaires avec des LED. Ceux-ci ne réagissant pas avec la musique, ils sont d'un prix beaucoup plus abordable. Je lui confie en plus un petit système de son, Mr. E et Lady O. Il ne vendra rien. Par contre, il m'achètera plusieurs de ces tableaux qu'il adore. Quelques mois après, il m'achètera aussi le système de son. Heureusement, car je m'apercevrai seulement à ce moment que les 2 haut-parleurs avaient été cassés lors de la soirée, probablement en éteignant son ampli sono mal protégé. Je devrais les changer. Il reviendra souvent me voir dans l'année avec différents amis, cherchant toujours comment collaborer. Malheureusement, il refusera absolument de découvrir la dimension spirituelle de l'œuvre pour s'en tenir à l'aspect plastique uniquement. Dommage pour lui.
10 février 2003. Fumi vient de partir au Japon où elle va régulièrement voir sa famille. Comme d'habitude, je l'accompagne à l'aéroport Charles de Gaulle 1 ou 2, suivant la compagnie aérienne. Je lui porte sa valise. Ensuite, je garde son appartement, puis retourne la chercher à son retour. Ceci me rappelle quelques années auparavant où elle était à Tokyo. Une nuit, je dormais profondément, quand le téléphone sonne vers 2 heures du matin. Je me réveille en sursaut, mais comme la sonnerie s'arrête, je ne me lève pas. Je somnole. Pop! Un petit bruit dans l'extasium à côté. Je m'assois dans le lit. Par la porte ouverte, je vois une lueur. Je me lève les fesses à l'air. Il y a une flamme de 20 centimètres derrière l'ampli. À cette époque, il y avait différents matériaux faisant écran derrière le tableau, tous très inflammables. J'ai un pincement au cœur, mais calmement, je prends un seau dans un placard et vais chercher de l'eau dans la cuisine. J'arrête le compteur électrique. Quand je reviens dans la pièce, à peine une minute plus tard, les flammes touchent déjà le plafond. Adolescent, j'avais visité avec mon école la grande caserne de pompiers à Pereire dans le 17e arrondissement. Là, on nous avait montré comment éteindre un début d'incendie avec un verre d'eau. Sereinement, je verse de l'eau à la base des flammes, puis quelques éclaboussures sur les flammèches restantes. Très vite, tout est éteint et il n'y a pas beaucoup de dégâts. Cet incident me permet d'évacuer les couches de matériaux qui s'étaient accumulées au fil du temps. L'arc incendiaire avait été provoqué par un domino électrique qui s'était desserré à cause des vibrations de la musique. S'il n'y avait pas eu ce coup de téléphone, l'incendie aurait pu se développer pendant mon sommeil et j'aurais pu y passer. Quand Fumi revient, je lui raconte ce qui s'est passé. Elle me dit alors que c'est elle qui a eu soudainement envie de m'appeler. Elle a laissé sonner 2 fois et s'est rendu compte qu'avec le décalage horaire, il était très tard pour moi. Ne voulant pas me déranger, elle a raccroché. Elle a parfois des perceptions quasi paranormales. Une nuit, vers 4 heures du matin à Paris, elle se réveilla. Elle venait juste d'avoir un rêve dans lequel elle avait vu sa mère, gravement atteinte par la maladie d'Alzheimer, lui dire de prévenir son frère sur le point de faire démolir la maison familiale pour en reconstruire une plus moderne, qu'il y avait de l'argent en espèces caché à l'arrière d'un meuble. Elle se leva immédiatement et appela Tokyo. Son frère demanda à son fils d'effectuer des recherches. Il y avait bien de l'argent caché. Cependant, il ne lui a pas fait profiter de l'aubaine, ne lui a pas dit combien il y avait, ni merci. J'ai entendu à la radio l'interview d'un scientifique très réputé et fortement médiatisé, assez âgé et barbu. Il vient de sortir un livre intitulé Dieu et la science. De ses propos, je déduis qu'il doit être plus ouvert que ses confrères. Saisissant toutes les opportunités qui semblent se présenter pour faire connaître mes découvertes et mes travaux, j'essaie d'entrer en contact avec lui. Son numéro de téléphone est dans l'annuaire. Je l'appelle. Il me répond très aimablement. Succinctement, je lui expose les raisons de mon appel. Il me demande de lui poster un courrier plus explicatif. Très courtoisement, il me répond, mais hypocritement. Il botte en touche, en m'écrivant qu'il n'était pas connaisseur en matière de musique, alors que je lui parlais de la découverte du plan de l'extasium dans le livre de l'Apocalypse. Voulant en savoir plus sur ce monsieur, j'emprunte son livre à la bibliothèque. Il s'agit d'un petit opuscule, d'un peu plus de 100 pages seulement, et écrit gros. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Il reprend tous les lieux communs connus depuis très longtemps. Ce n'est qu'une opération commerciale portant sur son nom. Déception. Le Sky sur le liège procure un bon résultat, mais il reste un léger son étouffé. Je me remémore alors mes essais de traitement de surface à l'époque des enceintes en plaques de verre époxy pour les circuits imprimés. J'expérimente plusieurs produits à vaporiser, puis essuyer. Le résultat est concluant, mais il faudra pulvériser du produit 3 fois à quelques jours d'intervalle pour un meilleur résultat. Et attention à la poussière qui reste en suspension, bien aérée.
10 avril 2003. Il y a toujours quelque chose qui gêne dans le son. Je crois que ça provient des colonnes. Je retire le liège. 25 avril 2003. Ce soir, on expose mes tableaux luminaires dans un bar près de Pigalle. Le couloir, comme son nom l'indique, est tout en longueur, avec un sous-sol aussi étroit. Le lieu est très petit. Quelques semaines auparavant, j'avais lu une affichette dans la rue qui disait « Vous faites de la peinture, de la musique, etc. Venez nous trouver, on s'occupe du reste. » Très dubitatif sur ce genre d'annonce, mais devant le néant total de propositions, je téléphone. Il s'agit d'une association d'artistes et de jeunes enthousiastes qui veulent bouleverser la promotion de l'art contemporain. Légende urbaine. Je vais les trouver rue de Verneuil. Ils ont l'air très affairés et dynamiques. Pourquoi ne pas essayer? Un de leurs représentants, Benjamin, tout juste débarqué de son Béarn natal, va s'occuper de moi. Ses propositions me semblent puériles et en dehors des réalités. Mais n'ayant pas d'autre choix, je me résigne à jouer le jeu. Il m'organise l'exposition dans ce bar et passe les heures précédant la soirée de vernissage à distribuer des flyers, comme il dit, c'est-à-dire des prospectus, aux gens qui passent dans la rue. Ça me semble irréel. À mon âge, avec mon passé et ce projet, en être réduit à ce genre d'exposition pour gamins? Malgré la soi-disant importance de cette association, il n'y a presque personne. Comme je m'y attendais, la déception n'est pas trop grande. Mais quand même, ça commence à bien faire. Après une explication orageuse, je dois tout remballer le soir même, sans aide cette fois. Heureusement, les tableaux sont petits et légers. Je peux les porter en métro. La bonne volonté ne suffisant pas, l'association arrêtera ses activités peu de temps après et Benjamin retournera dans sa province. Des voisins font une fête. J'y suis convié et y rencontre des musiciens qui pratiquent le chant diphonique venu de Mongolie, du didgeridoo, ce long tube en bois venant de la nuit des temps est utilisé surtout par les aborigènes d'Australie et d'autres instruments exotiques comme le oud. Pendant la soirée, ils viennent voir l'Extasium, dont je leur offre une démonstration qui leur plaît. Quelques jours après, ils reviennent pour que je les enregistre. Grâce à cet enregistrement, puis d'autres de musiciens de rencontre, je peux tester les qualités acoustiques de la salle avec d'autres sons que nos chants auxquels je suis trop accoutumé. C'est bien, mais il y a encore des efforts à fournir pour être totalement satisfaisant. 6 juin 2003. Une première. Un de mes tableaux spectacles est mis aux enchères à l'hôtel Drouot. 3 semaines avant, Marie-Madeleine s'était manifestée après de longues années pendant lesquelles elle n'avait plus donné signe de vie. Une de ses connaissances, Simon, antiquaire à côté de Drouot, avait été chargé de vendre une de mes œuvres achetée 20 ans auparavant par Yves Mourouzi, présentateur de télévision très célèbre à l'époque. Un tableau de la série Porte de lumière, du début. Il savait que Marie-Madeleine m'avait connu et souhaitait me rencontrer. D'abord parce qu'il était enthousiasmé par mon travail, et aussi pour réviser la partie électrique. Après tellement de temps, j'étais un peu ému de revoir mon bébé. Malgré un usage intensif, il n'était pas trop endommagé. Quelques lampes à changer seulement. Dans un grand dégradé bleu nuit, il présentait une profondeur rose allongée de forme mandorle, galactique, avec une boule orangée au centre. Sa photo parut dans le catalogue des ventes, mais il était placé en carré, alors qu'il aurait dû être positionné en losange. Le texte qui l'accompagnait racontait n'importe quoi. Le jour de la vente, à laquelle j'assistais par curiosité, la présentation a été faite en dépit du bon sens en pleine lumière. Les éventuels acquéreurs ne découvraient qu'une sorte de gadget bougeant avec les bruits, au lieu du spectacle captivant et envoûtant pour lequel il avait été conçu. Il n'y a même pas eu d'offre, évidemment. Pourtant, récemment, en consultant sur Google un site de vente aux enchères d'œuvres d'art,
Il était mentionné comme étant vendu, ce qui en dit long sur la fiabilité de ces sites. 15 juin 2003. J'ai rendez-vous avec Charlie dans sa boutique où l'arrière-salle est remplie d'ordinateurs. Avec des copains, il a comme projet de réaliser un char lumineux pour la technoparade. Il me demande mon avis. Le plus gentiment possible, j'essaie de lui faire comprendre qu'avec leur faible budget, c'est complètement irréaliste et qu'il ne faut pas compter sur mes créations pour ce genre d'événement. Quelques années auparavant, j'avais connu à la bibliothèque une fille excentrique dont le copain, emballé par mes créations, m'avait demandé naïvement si je voulais bien installer mon tableau gratuitement sur un de leurs camions. Il ne se rendait pas compte de la valeur de dizaines d'années de recherche. Chapitre 17, 23. Les deux témoins. 11.3. Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. J'ai déjà expliqué que les deux flambeaux concernent les kaléidoscopes qui peuvent faire jaillir de la lumière de leurs projecteurs. Ce texte concerne aussi le son. Depuis le début, j'ai pressenti que les deux témoins, à rapprocher les deux gardiens du seuil dans d'autres traditions, correspondent au système de son Mr. E et Lady O. Ils se tiennent bien devant le maître de la terre, celui qui est représenté dans le tableau. En prophétisant, ils émettent un son. Chaque fois d'ailleurs qu'un son est émis dans le texte, il provient des haut-parleurs, comme par exemple 10.3. Il poussa une puissante clameur, pareille au rugissement du lion, après quoi les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Un feu jaillirait de leur bouche. La lumière, c'est le projecteur. Le rugissement du feu, c'est le haut-parleur qui est bien une bouche, surtout avec les robots chantants. Quant au tonnerre, ils évoquent nettement les sons graves et puissants tels qu'on en trouve dans la musique moderne, en particulier techno. Au début du texte, il y a une autre description qui semble leur correspondre tout en décrivant le personnage central sur le trône. N'oublions pas que ce qui est décrit lointain est par moments tout proche, comme par un effet zoom. 1.13. Comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Ses pieds, pareils à deux lérins précieux que l'on aurait purifiés au creuset. Sa voix, comme la voix des grandes eaux, de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Quand on regarde le personnage central, le dessin de la structure interne du diamantante couplé à celui des 4 vivants peut faire penser à une épée pointue, genre glaive à double tranchant. Le système hi-fi fonctionnant suivant l'effet stéréo, on peut croire que le son provient de la bouche du personnage. Maintenant, si on tourne le regard vers Mr. E ou Lady O, on a bien l'impression d'un fils d'homme. Les nouveaux socles constitués de plaques de médium font penser à une robe longue qui se continue sur le buste enceinte. Elle paraît bien serrée à la taille par une ceinture or qui est en fait le plateau de soutien. La couleur or est choisie à cause des particules de laiton qui la composent et qui influent sur la qualité du son. Ses pieds, pareils à deux lérins. Les reins, ancien nom du bronze, est très proche en apparence du laiton, dont sont constituées les pointes antivibratoires sur lesquelles repose le système. La voix, évidemment, est produite par le haut-parleur. De sa bouche, petit point tranchant, traduction, du haut-parleur sort une vibration principale qui est transmise à la pointe antivibratoire reliant le buste enceinte à la robe socle. Elle semble la poignée d'une épée. La ceinture d'or du plateau, vue de face, paraît la garde de l'épée qui est évoquée par la tranche de la plaque de médium soutenant le plano. Cette tranche verticale
et couleur argent ou acier brillant. C'est de l'aluminium, choisi pour des raisons de qualité sonore comme pour l'or. Elle transmet la vibration principale à la pointe reposant sur le sol. On dirait vraiment une épée à double tranchant. Pendant longtemps, je peignais Lady O en rouge et Mystery en bleu, dans leurs diverses versions. J'étais hanté par un tableau de mes débuts que j'avais baptisé Blue Red. Il représentait une boule à la manière de Vasarely. Suivant comment on le regardait, la boule creuse semblait extérieurement rouge avec l'intérieur bleu, ou le contraire, pure illusion d'optique. J'avais bien noté que les témoins étaient revêtus de sacs. Effectivement, le côté anguleux des boîtes faisait penser à des sacs, mais je n'avais pas cherché plus loin. Puis, au fil des années, le son progressant encore, un texte me tombera dans les mains au moment propice. Je découvrirai que dans l'Antiquité, les Juifs, pour diverses raisons, souvent des malheurs, se couvraient la tête d'un sac fait de peau de chèvre noire. Je conserverai le rouge et le bleu pour les robes, et je peindrai en noir la tête, les côtés et l'arrière de l'enceinte. Puis le traiterai à l'éponge avec de l'argent et de l'or pour évoquer les luisances du pelage de chèvre. La durée de la prophétie des témoins, 1260 jours, est peut-être le temps que l'extasium sera montré au public. On peut remarquer que ça représente presque 3 ans et demi, en relation, que j'ai déjà signalé, avec l'énergie de la Kundalini. Mais surtout, on a 12 égale 6 plus 6, soit 6 plus 6, 60 jours. Le fameux nombre 666. Il apparaît plusieurs fois caché dans ce texte et souvent au fil de ma recherche. J'y reviendrai. 6 décembre 2003. Charlie revient encore me voir. Il est déjà revenu 5 à 6 fois, avec des amis intéressants, ou seul. C'est un gentil garçon, mais un peu adolescent attardé, comme beaucoup de jeunes qui ont passé leur enfance collés devant un ordinateur avec des jeux vidéo. Il n'a pas le vrai sens des valeurs. Fumi avait filmé le tableau avec nos chants. Il nous avait dit qu'un de ses copains pouvait le transférer sur DVD. Comme je ne voyais rien arriver et que je lui réclamais la cassette numérique, il s'est contenté de me redonner une cassette vierge. Son copain qu'il défendait tellement quand je l'interrogeais sur le retard l'avait apparemment laissé tomber. Il ne se rendait pas compte que l'important était ce qu'il y avait sur la cassette. L'année 2003 se termine le moral en baisse, assailli de pensées suicidaires. Tous mes efforts pour promouvoir ma création sont restés vains. J'en suis à 350 visiteurs, sans aucun résultat, même pas d'amitié. Des déceptions constantes et cette recherche qui n'en finit pas. À chaque fois que je crois aboutir, il faut encore recommencer. Je suis en lutte contre la matière. On dirait un mirage insaisissable dans le désert. On se rapproche, il se recule. Oh le patron, qu'est-ce que tu fous? D'abord, est-ce que tu existes vraiment? Ou tout ceci n'est-il qu'un leurre de mon cerveau? Je n'ai plus le choix. Si je m'arrête, que ferai-je? Et c'est sûr que je perdrai tout. En plus, je m'ennuierai et ma vie me paraîtrait vide. Autant poursuivre ce rêve. Je dois continuer tant que je peux. Chapitre 17, 24. Les signes dans le ciel. Pourtant, des signes, j'en ai eu, j'en ai vu. En plus de mes visions intérieures, j'ai vu des signes dans le ciel. Une fin d'après-midi, j'ouvre la fenêtre de ma salle de bain donnant vers l'est. Des nuages défilent. Certains y voient des images, mais généralement, il faut faire un gros effort d'imagination. Et ce ne sont que des figures plus ou moins amusantes, sans signification particulière. Mais cette fois, c'est impressionnant. Je ne me souviens pas des détails, mais je me rappelle d'une suite continue d'images signifiantes avec une progression dans la signification et dans l'histoire, qui commençait avec des représentations de dieux égyptiens se succédant. À un moment, il y avait Sobek, le crocodile,
Puis la suite s'est achevée. Une autre fois, en bas de chez Fumi, on va pour ouvrir la porte de l'immeuble. Quand je vois vers le nord, dans la direction de la bibliothèque où je travaille encore, un gros nuage magnifique auréolé de soleil. Je m'attarde à le contempler et se transforme progressivement. Mais c'est ma tête! Fumi regarde à son tour. Elle constate qu'effectivement, le nuage a pris la forme de mon profil. La transformation se poursuit. Il devient une montagne, d'où un grand aigle s'envole. Cet oiseau est l'ancien symbole du scorpion, mon signe astrologique. Troublant. Ça redevient des nuages. On monte. Arrivé dans le séjour, on découvre un magnifique arc-en-ciel vers l'est qui se dessine progressivement. Je m'assieds devant la fenêtre et l'observe se déployer entièrement. Ensuite, un deuxième arc se dessine au-dessus, à une petite distance, avec les couleurs inversées. Le somptueux spectacle dure une vingtaine de minutes. Il arrive après le franchissement d'une étape importante dans ma quête et pendant que je m'interrogeais sur la représentation picturale d'un arc-en-ciel. Bien sûr, ce genre de signe peut être vu par tout le monde, mais assez peu le regardent, et encore moins avec intérêt. Comme pour l'article de presse contenant des messages du KGB que seule la personne concernée est capable de comprendre, alors que c'est à la vue de tous. Seuls quelques-uns peuvent ressentir le signe. Plusieurs fois, j'ai vu apparaître des arcs-en-ciel à des moments clés de la recherche, comme une récompense, une sorte de « Coucou, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Un m'a particulièrement semblé être un signe qui m'était destiné. Je sors de chez moi, arrivé dans la cour presque carrée de mon immeuble. Par réflexe quotidien, je lève la tête pour regarder le ciel. Qu'est-ce que je vois? Juste au-dessus, parfaitement inscrit dans les dimensions de la cour, un arc-en-ciel circulaire. Je ne savais même pas que ça puisse exister vu du sol. Vu du ciel, oui, mais d'en bas. Je reste longtemps à le contempler. Un de mes voisins, un vieux monsieur, ancien professeur, sort à son tour. Je lui fais remarquer le phénomène. Il lève brièvement la tête. Ah, un arc-en-ciel. Et il s'en va. Pas plus intéressé que ça. Le signe n'était pas pour lui, mais il pourra en témoigner. Des configurations particulières d'étoiles m'apparaissent aussi à des moments cruciaux dans le ciel si peu étoilé de Paris. Je les ressens moins comme des signes que l'illustration du synchronisme universel dans le 13 février 2004. Plusieurs personnes, surtout des femmes d'un certain âge, s'intéressant à l'ésotérisme et à la spiritualité, sont venues me rendre visite ces dernières semaines. L'une d'entre elles, Bernadette, est revenue. Elle a tenu une librairie et voudrait en remonter une autre dans cette direction sur Internet. Elle s'intéresse à faire connaître mon œuvre et me propose de rencontrer un pasteur protestant de Saint-Germain-en-Laye, près de chez elle. Elle pense pouvoir organiser un spectacle grâce à lui et me fait d'autres propositions de cet ordre. On se revoit plusieurs fois. Ce soir, elle est venue avec quelques personnes. L'atmosphère a été si chaleureuse qu'au moment du départ, je propose à celles qui le souhaitent de noter mon numéro de téléphone. Bernadette ne dit rien. On descend ensemble. Elle fait une drôle de tête. Dans la rue, elle s'aperçoit qu'elle a oublié un livre et on doit remonter. Elle ne dit toujours rien. Je lui demande « Est-ce parce que j'ai donné mon numéro de téléphone que tu fais cette tête ?»« Mais il est dans l'annuaire de toute façon. » Elle ne dit toujours rien. Le visage fermé. Elle repart. Plus aucune nouvelle, aucune explication. Elle ne me rend même pas un DVD de mon travail que je lui avais confié. 17 mars 2004. Rosine vient pour une séance de démonstration avec une personne importante, m'a-t-elle dit, accompagnée d'amis. Elle faisait partie d'un de ces groupes de visiteurs que j'avais reçus quelques semaines plus tôt. On avait sympathisé. Après avoir travaillé dans l'esthétique, elle s'était lancée dans la sophrologie, alors très à la mode.
La dimension spirituelle de mon œuvre l'avait attirée, et elle était revenue me voir plusieurs fois, seule ou accompagnée d'amis. Je lui avais fait remarquer que le mercredi soir était réservé à nos chants de connexion que je serais obligé d'annuler, et qu'en plus, ce serait la veille d'un spectacle que j'allais donner et où elle aurait pu faire venir cette personne. Elle insista en me disant que c'était très important. En fait, cette dame était professeure de lettres dans un lycée de Saint-Mandé près de Paris. Sa seule importance était de s'être plus ou moins impliquée dans l'organisation d'expositions dans des mairies. Ce genre d'exposition qui ne rapporte rien aux artistes. Elle est agréable quand même. L'accompagne une professeure d'art plastique très souriante, deux femmes professeurs de lettres aussi et deux professeurs de mathématiques, un homme et une femme. L'air sévère, pas du tout souriant. À cela, je dis qu'il devrait être intéressé car l'image que j'ai découverte est purement géométrique. À la fin de la séance, l'homme, assis dans son coin, l'air figé, pas du tout aimable, ni reconnaissant du spectacle gratuit que je viens de lui offrir, me lance. J'ai été gêné par la symétrie. Je ne dis rien, mais intérieurement, je me dis que c'est bizarre pour un professeur de maths, à moins qu'il déteste la géométrie. D'autre part, il ne doit rien connaître à l'histoire de l'architecture, ni au symbolisme sacré, car presque toutes les grandes constructions du passé sont symétriques. Bon, prof ne veut pas dire cultivé. Lui, qui n'était même pas invité, rajoute très aimablement 18 mars 2004. Francine, toujours présente, avec son indéfectible amitié qui me soutient pendant ces années difficiles, est venue me trouver il y a quelques semaines. Elle était retournée saluer les membres de la chorale de l'abbaye de Montmartre. Ceux-ci n'avaient pas oublié le spectacle de 1985 qui les avait profondément marqués et souhaitaient renouveler l'opération. Mais cette fois avec un organiste en plus. Quand elle m'en parle, je suis touché par ce souhait. Et bien sûr, j'accepte. Seulement, la première fois, je n'avais rien perçu. Et cette fois, je demande un budget qui paraît raisonnable. Pour l'amortir, je propose 4 soirées au lieu d'une. Une fois que tout est déplacé et installé, ça ne coûte que mon temps. Par contre, cette fois, on ne pourra pas suspendre le tableau sous l'orgue, car on ne peut plus tourner les sièges dans l'autre sens. Il faudra trouver un système d'accrochage devant l'autel. J'en parle à Charlie, qui a abandonné sa boutique, laquelle ne marchait pas très fort, pour travailler dans une petite société d'événementiel. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Il pourra me fournir un pont pour suspendre le tableau et tout le matériel qui va avec, sous-entendu gratuitement. J'entreprends alors, avec l'appui financier de Francine, la réalisation d'une nouvelle peinture. J'ai prévu d'accrocher la porte de lumière nouvelle version de 2,40 m par 2,40 m en 4 panneaux, plus la partie centrale de 1 m au carré. Seul le centre sera animé en lumière. Le budget n'est pas suffisant pour prendre le risque de sortir la grande partie en lumière. Il m'a fallu tellement d'années pour la mettre au point qu'elle est devenue très précieuse. D'autant que j'y ai mis tout ce qui me restait d'électronique. S'il y a un accident, je n'aurai pas les moyens de la dépanner. La toile en plastique blanc diffusant que j'utilisais ne me semblant pas assez lumineuse pour l'église où on ne pourra pas faire le noir complet, comme chez moi, j'ai l'idée d'utiliser du tissu. Un coton léger, essayé devant des lampes, me semble concluant. Je me rends au marché Saint-Pierre. J'en vois quelques-uns qui ne me plaisent qu'à moitié. Je fais le tour des boutiques. D'un seul coup, un rayon de soleil illumine un rouleau de tissu bleu exposé sur le trottoir. C'est exactement la couleur et la transparence que j'avais en tête. Peindre sur du tissu brut n'est pas aisé. Je dois d'abord appliquer un produit spécial transparent. Le résultat paraît satisfaisant. Je crois avoir bien avancé sur le chemin de ma quête. La date approchant, Charlie, ayant su que Francine me soutenait financièrement, ne me propose plus d'être gratuite,
mais un budget tellement important qu'on doit renoncer à cette solution. Me vient alors l'idée d'utiliser un échafaudage démontable et déplaçable. Justement, il y en a un en promotion dans un grand magasin de bricolage à un prix bien plus abordable. Aujourd'hui, ça y est, tout est installé. J'ai rajouté des jeunes lumières dans la nef, en particulier les fleurs cosmiques, qui projettent sur la voûte un point lumineux se déplaçant avec la musique. Fumi m'a prêté son kaléidoscope que j'ai installé dans la chaire, d'où je vais tout piloter. C'est amusant et impressionnant de me trouver en chair, dominant toute l'assistance. La boule à facettes de miroir projette la bulle intemporelle dans toute l'église. La salle est pleine. Les chanteurs commencent positionnés derrière le tableau. Puis l'organiste argentin, Juan Biava, joue brillamment en solo pendant que les choristes se déplacent à l'autre bout de l'église, sous l'orgue. Ensuite, en alternant avec ou sans orgue, il grimpe à côté de l'organiste pour la partie finale. Un bis est réclamé. Un petit garçon chante seul, accompagné de l'orgue. Magnifique. Je redoute le dimanche après-midi, car il fera encore clair. Et je crains que les animations lumineuses du tableau soient trop estompées. Mais au contraire, on les voit très bien dans la pénombre, et les vitraux derrière et de chaque côté rajoutent du merveilleux. Le spectacle a remporté un beau succès. Par contre, je réalise que la partie centrale doit obligatoirement s'accompagner de l'ensemble du tableau en animation lumineuse. Sinon, c'est un peu insuffisant à mon avis. Plusieurs personnes viennent me trouver, ou Francine, pour d'éventuels spectacles ailleurs. Mais il n'y aura pas de suite. L'argent récolté ne sera pas suffisant, et je ne toucherai qu'une petite partie de ce qui était prévu. La pauvre Francine y sera de sa poche. Le curé qui avait brillamment présenté le spectacle n'a même pas daigné me parler. Malgré tout, c'est un bel événement. J'ai réalisé un dossier en couleur exposant mon projet que je dépose partout où je pense qu'il peut y avoir un intérêt sur le plan art plastique. Musée des sciences et industries de la Villette, Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Cité de la musique, Fondation Cartier, etc. 6 mai 2004. Juan Biava me rend visite avec Francine pour écouter l'enregistrement que j'ai réalisé du spectacle, lui-même s'enregistrant fréquemment. Après l'écoute, il me dit que c'est la première fois qu'il entend un orgue reproduit qui sonne comme un véritable orgue. Ça me fait plaisir et m'encourage à aller plus loin encore dans la reproduction du son. 15 mai 2004. Franck P. m'a présenté Gilles Marchand à l'occasion d'une soirée. Il vient découvrir mon œuvre ce soir. C'est un grand gaillard qui me fait paraître petit, un peu corpulent. Il doit manquer d'exercice. Il accroche fortement avec ma création. Lui-même réalise des œuvres picturales sur ordinateur, très originales et futuristes, qui me plaisent beaucoup. Après avoir été un as de la communication dans un grand groupe de presse, il recherche une autre direction. En attendant, il passe une grande partie de ses nuits sur Internet et le reste de la journée à jouer à la nounou avec son adorable petite fille. Il ne se contente pas de surfer, il est aussi webmaster et me propose très gentiment et généreusement de me créer un site gratuitement. Étant constamment sans un sou, il poussera la générosité jusqu'à payer à ma place l'abonnement annuel pendant plusieurs années. Au fur et à mesure des progrès techniques, il complétera mon site de vidéos, de photographies en haute définition, de la musique de notre groupe et de textes abondants, y compris en anglais. C'est lui qui proposera de remplacer Yo Energy par Dreammaker, nom d'origine, qu'il juge mieux adapté. Effectivement, je me rends compte que ce terme décrit mieux cette musique structurée comme le déroulement d'un rêve, où on passe d'une atmosphère à une autre sans même s'en rendre compte. Je ne connais pas l'univers du web, mais ceux qui ont accédé à ce site, axé sur l'aspect art plastique seulement, m'ont dit qu'il était très bien réalisé. Avec Francine,
il doit être un autre esprit protecteur incarné. Est-ce un esprit protecteur désincarné cette fois, un ange gardien qui guide mes pas? On pourrait le croire ou penser qu'il s'agit encore de signes. J'ai constaté depuis très longtemps qu'à chaque fois que je termine une étape importante dans ma recherche sur le son, il fait beau. Je croyais à chaque fois que c'était l'aboutissement final, pour me rendre compte plus tard que c'était qu'une marche ou un palier, suivant l'importance de l'aboutissement du grand escalier qui conduit au son paradisiaque de l'extasium. Pourtant, le temps n'est pas si fréquemment beau à Paris. Au début, je me suis dit, tiens, une coïncidence. Et de la voir se renouveler à chaque étape, j'ai pensé que c'était plus que ça, un signe, un synchronisme. Parfois, après avoir achevé une nouvelle phase, je sortais faire des achats. Le ciel était plombé, aucune éclaircie. Je pensais alors que j'avais dû me tromper auparavant dans mon interprétation. Je n'y pensais plus. Mais au retour, en montant l'escalier de sortie du métro, je prenais le soleil en plein visage, le seul rayon visible dans les environs, ce qui m'est arrivé souvent. Vers la fin de la recherche, en 2007, encore une fois, j'aurai tout fini. Je sortirai. Ciel uniformément gris à perte de vue. À mon retour, pas de rayon de soleil, que du gris. Bof, j'ai dû me tromper. Ça n'était que des coïncidences, nombreuses, très nombreuses. Le soir, je procéderai à une écoute en profondeur. Il n'y a que le soir, vers 18h30, en écoutant très concentré dans le noir total, que je me rends compte s'il y a encore des problèmes. Je réaliserai qu'il y avait encore un défaut. À chaque fois que ça se produit, que j'ai identifié la zone concernée, une solution m'apparaît juste après. Le lendemain, j'effectuerai la correction et il fera beau. Ce phénomène s'est produit plusieurs fois. Je me suis dit aussi que s'il faisait beau à chaque fois que je n'avais franchi qu'une étape, mais pas la dernière, le temps, s'il y a réellement une corrélation, devrait être différent pour la phase finale. Eh bien, ça s'est passé 2 fois. Quand j'ai mis au point le principe du système de son Mystery LADO, puis celui de l'Extasium, il y a eu une violente tempête avec une très forte pluie, le vent arrachant les arbres, orage, tonnerre et éclairs. La découverte du principe ne signifiait pas la fin complète de la recherche. Il fallait encore apporter des finitions très longues, avec soleil à chaque fois. Mais le plus important était la découverte du principe. Aujourd'hui, 18 juillet 2008, juste au moment où je termine ce paragraphe, un rayon de soleil matinal, réfléchi par une fenêtre en face dans la cour, vient me caresser le visage. 22 juillet 2004. Franck P. vient me voir en compagnie des responsables d'une entreprise verrière située au nord de Paris. Ils viennent voir les prototypes de briques de verre contenant des LED que j'ai conçus. Début juin, il était venu me trouver très excité. Il avait vu des dalles de verre pour le sol avec des diodes éclairantes à l'intérieur. Elles étaient fort belles mais chères. Il en avait eu l'idée d'en incorporer dans des briques de verre de façon à construire des murs qui laisseraient passer la lumière du jour et la nuit éclaireraient en formant des dessins décoratifs. Étant donné ma pratique des LED depuis 1987, il m'avait proposé de me lancer avec lui dans ce projet. L'idée me plaisait et me permettait de reposer mon esprit en pensant à autre chose, beaucoup plus simple à réaliser que ma recherche sans fin. Beaucoup plus simple, mais pas si simple quand même. D'abord, on s'aperçut qu'il n'y avait pas de demi-brique de verre, indispensable pour loger des diodes à l'intérieur. Il fallait soit lancer une fabrication spéciale importante, très coûteuse, soit en couper en deux.
mais tout le monde des professionnels s'accordait pour déconseiller de le faire. Comme un vide d'air est créé lors de la fabrication, il y avait un risque d'implosion. Quand Franck est accroché à un projet, il ne lâche pas facilement. Et puis, implosion, explosion, ça ne fait pas peur à un Corse. Il achète quelques briques en format maximum, 30 par 30. Puis, il entreprend de les scier avec une scie rotative en poudre de diamant. Moment de tension. Un peu d'inquiétude quand même. La scie attaque le verre. La lame va ouvrir. Tout petit. Chut, c'est tout. Ah, ces professionnels qui croient tout savoir et qui n'ont jamais vérifié leurs informations. De mon côté, j'avais pensé réaliser un grand circuit imprimé de la taille de la brique permettant de multiples combinaisons de lumière. J'arrive à réaliser des images très variées, certaines amusantes, évoquant des personnages de bande dessinée. Mais après avoir réalisé ce premier essai, je contacte le fabricant. Et quand j'apprends le coût trop élevé d'un circuit de cette taille, je change mon fusil d'épaule. Je m'oriente alors vers un petit circuit disposé sur une plaque translucide au centre de la brique. Cette solution finalement est plus souple car elle permet de s'adapter à toutes les dimensions de briques. Il permet quand même pas mal de combinaisons. J'en réalise plusieurs en prototype. C'est très beau et plaît beaucoup. Mais tous les deux manquons de moyens pour développer un tel projet. C'est pourquoi Franck a pensé le proposer à d'éventuels partenaires et en priorité à ceux qui fabriquent les briques. Le patron et ses adjoints de l'entreprise de verrerie sont très emballés. On va faire de grandes choses ensemble. C'est gagné. Ma situation financière va enfin s'améliorer. 10 jours passent. Plus de nouvelles. Franck les appelle. Ce n'est plus le même son de cloche. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, le patron a changé d'avis et ne donne plus suite. Franck cherche alors d'autres partenaires. Mais il n'y a que 2 sociétés qui fabriquent des briques de verre en France. Plus tard, on fera un long voyage en voiture pour rendre visite au 2e fabricant installé dans les Vosges. Une entreprise vieillotte et très sale. Les jeunes cadres sont très enthousiastes et sentent bien que c'est l'avenir. Mais le patron est un vieux monsieur qui n'a pas compris que c'est l'innovation qui va sauver les entreprises françaises du raz-de-marée chinois. Ce sera non, encore une fois. J'y ai consacré près de 5 mois d'efforts. Encore une fois, pour pas grand-chose. Franck m'a quand même dédommagé des frais et donné un peu d'argent de poche. Par contre, cette recherche m'a permis de découvrir les avancées dans les diodes et m'a ouvert des horizons nouveaux. 13 septembre 2004. Encore une fois, je dois ouvrir Mystery LIDO pour travailler le traitement interne. La question se posant de savoir si le problème sonore provient du système ou de la pièce. Je modifie aussi le petit système Baby.io qui est chez Fumi dans son grand séjour non traité acoustiquement. À chaque fois, c'est beaucoup de travail. Retirer les matériaux de couverture, retirer les caches des vis, dévisser, décoller le haut-parleur en grattant les traces de colle, modifier l'intérieur, revisser, recoller le haut-parleur, reboucher les trous de vis, recoller les bords du haut-parleur, recoller avec une autre colle les matériaux de couverture. Première écoute, purement indicatif, car il faut attendre au moins le lendemain pour que les colles soient sèches et n'affectent plus la qualité d'écoute. Alors, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de l'espérance. Et dans ce cas, il faut recommencer. Je devrais d'ailleurs répéter l'opération encore de nombreuses fois avant la mise au point finale. Il y a tellement de paramètres qui interagissent l'un sur l'autre. Le traitement interne de la paroi de la boîte, l'épaisseur et le choix des matériaux d'absorption, le traitement de surface du câble de liaison à l'ampli,
Pour le haut-parleur, c'est la rigidité des branches du saladier, l'aérodynamisme, le traitement de surface, y compris celui de la membrane qui est différent. Il y a de quoi s'occuper. Tout ça est très long à trouver et à réaliser, et encore plus pour juger du résultat avec certitude. C'est pour ces raisons qu'il m'a fallu si longtemps pour mettre tout au point. 18 octobre 2004. À la demande insistante de Franck, je vais déposer un brevet à nos deux noms pour les briques de verre avec des LED à l'intérieur. Je n'étais pas d'accord, sachant que la propriété artistique qui protège mes œuvres est gratuite, beaucoup plus efficace et durable, jusqu'à 50 ans après la mort de l'artiste. Mais comme beaucoup de gens non informés, ils pensent que ce qui est artistique n'est pas sérieux. Ils se sentent protégés par ce brevet, alors que cette protection n'est qu'illusoire de mon point de vue, coûte cher et ne dure que 20 ans. Enfin, s'il insiste pour gaspiller son argent. 27 novembre 2004. J'entreprends une nouvelle peinture en grand format de la Porte de Lumière. Finalement, je n'ai pas été pleinement satisfait du tissu qui laisse apparaître les lampes que j'avais expérimenté pour le spectacle de Montmartre. L'effet est intéressant, mais détourne de l'essentiel. De plus, à force d'observation, je sens qu'il faut encore modifier le tableau. La composition, l'architecture est trouvée, mais il faut modifier le rapport des couleurs et changer légèrement quelques proportions. Après le tissu, je vais essayer une feuille en matière plastique complètement transparente et je vaporiserai dessus une sous-couche de peinture blanche. Le résultat sera intéressant, mais je devrais renoncer à cette solution, car le voile n'est pas uniforme. Et surtout, je dois projeter la peinture à la bombe dans ma cave. Poussière, poussière, poussière. À la suite, courant décembre, j'étudie de nouveaux effets de lumière pour la partie centrale du tableau.